Bonjour et bienvenue aux conférences Midi du CERSPUL. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Slim Haddad et le Dr Richard Bélanger pour nous parler du projet Compass de cohorte scolaire du secondaire, opportunité offerte par une recherche en partenariat avec les directions de santé publique et les milieux scolaires. Le Dr Slim Haddad est professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, chercheur régulier au CERSPUL, chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec, médecin conseil à la direction de santé publique de la région de la Capitale-Nationale. Le Dr Richard Bélanger est pédiatre, médecin de l'adolescence au Centre Mère-Enfant-Soleil du CHUC, professeur adjoint sous octroi au département de pédiatrie de l'Université Laval, chercheur associé au CERSPUL et chercheur régulier au CRCHUC. Moi, c'est Richard Bélanger. J'ai pas l'air d'un Slim Haddad. Non. Merci d'être là, merci d'être présent en ligne aussi. On va faire une présentation, en fait, qui va durer environ 45 minutes. On va essayer de rattraper un peu le retard pour que s'il y a des questions, on ait le temps d'y répondre. Une première partie de présentation qui va être faite plus d'une mise en contexte de la santé des adolescents, qui est plus, en fin de compte, mon expertise, plus en termes de contenu. Puis ça va me faire plaisir de vous présenter à la suite le Dr Haddad, qui est un tout petit peu plus le méthodologiste du groupe. On n'a pas vraiment de choses à vous décrire en termes de conflit d'intérêts. On va venir vous présenter, en fait, un projet sur l'extension de Compass Canada au Québec, puis le partenariat entre les chercheurs, le milieu scolaire, puis aussi nos partenaires de la direction de la santé publique, de la Capitale-Nationale, mais aussi de Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec comme objectif d'avoir la production de bases factuelles qui vont nous pouvoir appuyer le mandat de surveillance de certaines équipes, le désir de mise en œuvre des interventions à l'intérieur des milieux scolaires, puis nos mandats, nous, de chercheurs, de créateurs de connaissances. Quels sont vraiment les objectifs principaux de Compass? Bien, ça fait un peu une réflexion des partenaires qui sont déjà en place. Donc, de cerner les réalités des adolescents, de faire progresser la connaissance, de soutenir les actions qui pourraient être menées à l'intérieur des milieux, j'allais dire hospitaliers, désolé, c'est mon petit côté clinique qui ressort, mais des milieux scolaires, puis d'évaluer les interventions. Donc, ce qui va nous permettre, en fin de compte, de mieux comprendre la réalité des adolescents dans leur ensemble, puis tenter de mettre en place des choses qui vont influencer leur parcours, leurs risques, et on l'espère, leur état de santé au final. La santé des adolescents, moi je le vois, on a marqué défi, mais je le vois vraiment comme une opportunité, en fait. Pendant longtemps, on a pensé qu'après la vaccination, plus rien à faire pour les adolescents puis pour les enfants. Okay? Comme si la santé était bien prise en charge, la santé publique n'avait plus rien d'autre à faire pour les adolescents. De plus en plus, depuis la fin des années 70, particulièrement à l'intérieur des dernières années, je vous dirais, il y a la réalité adolescente qui rattrape un peu tout le monde. On sort juste de pure inquiétude parentale, puis on se rend compte que les adolescents et les jeunes adultes ne sont pas nécessairement un groupe qui est si en santé que ça. Okay? Puis qu'il faudrait bien sûr réfléchir aux déterminants qui soutiennent ces problématiques de santé-là. Je vous présente une diapositive un peu choc, un peu sensation. Ça ne veut pas dire que Compass, le projet qu'on vous présente, cible nécessairement des outcomes, des issues défavorables de santé. On va plus s'attarder aux déterminants, aux comportements. Mais juste pour vous présenter que les adolescents ont de la mortalité, bien plus qu'on le croit, sur des éléments qui sont modifiables, qui tiennent moins à des marqueurs génétiques, qui tiennent moins à des maladies cardio-athérosclérotiques ou à de longues maladies pulmonaires comme des cancers. Pas que ça n'existe pas, hein, OK? Donc, je suis à l'hôpital d'une manière régulière, puis on envoie des enfants, des adolescents qui ont ces problématiques-là. Mais regardez, en tête de pont, les blessures non intentionnelles comme étant la cause numéro 1 de mortalité des adolescents. C'est des données qui proviennent du CDC des États-Unis, donc je vous demanderai de fermer vos yeux par rapport à la statistique sur les homicides, donc qui ne représente pas vraiment bien les données canadiennes. En deuxième point,
plus des problématiques en lien avec des éléments de santé mentale, le suicide, puis vous ne serez pas surpris de voir que les comportements peuvent soutenir ces deux marqueurs numéro 1 de la mortalité. Donc, l'alcool, les drogues sont inclus à l'intérieur d'au moins 50% de ces mortalités-là principales sur les blessures non intentionnelles puis sur le suicide. Donc, la santé des adolescents, ça peut avoir des issues extrêmement défavorables. Il faut réfléchir à ce qui sous-tend ces issues défavorables-là. On va rapidement tomber dans les comportements, dans les inéquités de santé. Une autre manière de le voir, excusez-moi. Tu fais ton slim, là? Je fais mon slim, on recule, on avance, on saute. C'est la présentation surprise, comme j'ai autant dit. C'est une autre manière de le voir. C'est des statistiques, en fin de compte, qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé, de leur effort de quantification du fardeau lié aux problèmes de la santé au niveau mondial. Je vous présente les données qui étaient le plus récemment disponibles, les données de 2002, de 2012. Donc, on va essayer de prendre la distance par rapport à ça. Des données qui sont sur toutes les Amériques, donc Canada, États-Unis, Mexique, ce qui vient un peu biaiser les données, mais malgré tout, un regard assez intéressant que je vais vous présenter. Je vous ciblerai la partie qui décrit les deux sexes, qui est la partie en haut du graphique à bande, excusez-moi, la partie haute du graphique en bande du bas. Hein? C'est bien expliqué. Juste pour vous décrire que les éléments qui influencent la santé des adolescents, puis qui peuvent leur donner une moindre santé, donc leur donner de l'incapacité. Les DALYs, en fin de compte, c'est les journées perdues avec de l'incapacité, okay? Pas de la mortalité. Non, ceux-là, c'est la mortalité, excusez-moi, les DALYs en comparaison avec les QALYs, par rapport à la qualité de vie. Juste pour vous dire qu'on touche encore à des indicateurs qui sont beaucoup soutenus par les comportements. La violence interpersonnelle, les éléments dépressifs, donc les éléments de santé mentaux, l'asthme par rapport aux toxiques auxquels les jeunes vont s'exposer, à l'environnement, les blessures. Donc, on tombe encore sur... On a des problématiques qui donnent la mortalité, qui donnent la morbidité chez les adolescents, puis c'est pas de la maladie usuellement comme on l'entendrait sur une grosse pathologie qui pourrait arriver chez les adultes. On est plus dans l'impact des comportements, l'impact des déterminants de santé. Ça fait plein de sens aussi avec le fait adolescent. Okay? L'adolescence, comme je vous disais, c'est un milieu quand même assez intéressant, là où qu'un enfant va devenir un adulte, passe par une augmentation de ses capacités physiques, donc va s'exposer à des risques qu'il peut ne pas comprendre ou ne pas pouvoir bien contrôler. Première des choses. L'autre chose, en plus des mouvements hormonaux qui peuvent l'amener à avoir des comportements impulsifs qu'il comprend moins, la partie cérébrale n'est pas encore si mature que ça. Ça commence à être connu à l'intérieur du public que le cerveau d'adolescent va croître en termes de fonctionnalité, de développement, jusqu'à l'âge de 21-25 ans. Donc, on n'a pas affaire à des adultes complètement matures, ce qui amène des risques, de la prise de risque, d'un jugement moins intéressant, moins assidu, moins pointu par rapport au comportement qu'ils établissent. L'autre chose, c'est que le jeune, d'un point de vue psychosocial, a des enjeux qu'il vit pendant ce mouvement-là, des enjeux d'identité, d'autonomie, d'adhérence, qui va l'amener à prendre des décisions sur des éléments qui ressemblent moins aux adultes. Comment un jeune va pouvoir s'exposer à certains risques afin de favoriser ses amis ou bien non d'être bien vu par rapport à son groupe. Donc, c'est tous des éléments qu'il faut prendre en compte qui amènent le jeune à avoir des comportements qui peuvent influencer sa santé. Donc, ce n'est pas un vecteur assidu d'un point de vue de santé assuré. C'est un jeune qui va passer par des comportements qui pourraient être nuisibles pour la santé. C'est important de s'y attarder. C'est un éditorial publié dans Nature en 2015 qui fait écho aussi à la grande série de séminaires du Lancet sur la santé des adolescents qui établit le fait qu'il est franchement le temps d'établir de bonnes bases factuelles pour comprendre la santé des adolescents. Okay? En point de vue de recherche, mais aussi d'un point de vue interventionnel, pour être capable de bien mettre en place des interventions, puis être capable d'évaluer ces interventions-là. Puis, déjà, des grandes recherches sur la santé des adolescents
Ça s'est initié à la fin des années 90, début des années 2000. Vous en connaissez sûrement quelques-unes. Ça reste majoritairement des études transversales répétées. Je vous donne un exemple, HBSC, Health Behavior Survey, qui vient de l'Organisation mondiale de la santé. Une recherche actuellement dans 48 pays, 350 000 à 450 000 participants rencontrés une fois, puis c'est un autre groupe après ça, OK? Donc, transversal, on n'est pas dans le longitudinal, OK? Dans l'intérieur de 48 pays qui ciblent les 11 à 15 ans. Donc, très, très, très intéressant de s'attarder à cette recherche-là. Donne des données factuelles intéressantes. Mais qu'en est-il du devenir du jeune? On ne le sait pas trop. L'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire à l'intérieur de nos milieux, OK? Presque 130 écoles au Québec ont participé à ce projet-là. Mais c'est seulement quelques classes à l'intérieur de chaque école qui participent. Et on vient une fois, 2010-2011, on revient 2016-2017. 2017, ce n'est pas les mêmes jeunes, mais on est quand même des grands groupes de jeunes qui sont évalués, presque 60 000, 70 000 jeunes. Donc, il y a de l'intérêt par rapport à ces données-là. On est capable de croiser des indicateurs ensemble. Mais qu'en est-il du parcours de ces jeunes-là? Puis qu'en est-il de leur milieu aussi? Donc, on s'attaque principalement à l'aspect comportement, mais qu'en est-il des perceptions? Qu'en est-il de l'influence de leur milieu? Qu'en est-il de l'influence de l'école, des services qui sont offerts, d'interventions qui pourraient être mises en place? Il y a d'autres études qui sont, elles, longitudinales, mais qui ont été mises en place d'une manière où ce n'est pas tant les interventions qui sont regardées, c'est vraiment plus les parcours des intéressants, les parcours des adolescents qui sont évalués. Donc, l'ELDEC en est un. Ça a commencé à l'enfance, une cohorte de naissance, à peu près 2000 naissances, qui a été suivie, qui sont rendues maintenant à l'adolescence, qui sont des jeunes Québécois. Sinon, la plus grande étude que j'ai réussi à trouver, on est à 12 000 et 20 000 jeunes, qui est en Caroline du Nord aux États-Unis, qui suivent des adolescents, mais qui sont maintenant rendus des adultes. Mais dans plusieurs milieux, peu comparables, ce qui nous amène à avoir de la difficulté à voir comment on pourrait mettre des interventions puis pouvoir les évaluer. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant quand on s'est fait présenter le projet Compass, de voir que ça répondait à plusieurs éléments qui nous permettaient en même temps de suivre l'évolution des jeunes sur leur comportement, mais aussi d'évaluer le milieu dans lequel ils sont, afin de pouvoir probablement mettre en place des interventions, ce qui va à la suite, compte tenu de sa vision longitudinale, être capable de les évaluer. On a mis en place, le docteur Haddad, moi-même, notre équipe et nos partenaires, qui sont principalement les milieux scolaires et les directions régionales de santé publique, à l'intérieur du Centre de recherche en santé de première ligne de l'Université Laval. En 2016-2017, le projet dans 11 écoles. Quand on rentre à l'intérieur d'une école, on questionne tous les jeunes de cette école-là. On le fait d'une manière relativement assez simple, en leur faisant passer un questionnaire qu'on va aborder tout à l'heure. Puis, toute l'école complète ce questionnaire-là. En plus, il y a d'autres éléments qui sont passés au niveau de la direction scolaire, puis aussi, on évalue les milieux pour voir les établissements, les infrastructures. Première année, 11 écoles seulement dans la région de Québec. On a établi ça. Okay? Ça a déjà été une très belle réussite parce que d'être capable de bâtir ce partenariat-là, de le mettre en place, on a été capable d'évaluer un peu plus de 6 000 jeunes. Ce qui en fait déjà, comparé aux éléments que je vous ai présentés, déjà une étude initiale longitudinale d'envergure. Okay? Deuxième année qui s'est terminée. 37 écoles. Vraiment, on a progressé. On a progressé dans le nombre d'écoles, ce qui nous donnait la possibilité de pouvoir comparer alors des écoles entre elles ou de mieux les contraster, okay? Parce qu'ils vivent des réalités très, très différentes, autant ces jeunes-là que les écoles. On a augmenté en termes de nombre de commissions scolaires, donc on a été capable d'amasser à l'intérieur d'une même commission scolaire, de différentes commissions scolaires, assez d'écoles pour couvrir des commissions scolaires au grand complet. On a été capable d'évaluer 19 000 jeunes dans 3 régions, grande région de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la commission scolaire Pays des Bleuets, puis dans une autre commission scolaire dans Chaudière-Appalaches. Donc là, on a cru, puis cette année, avant que je passe un peu la partie méthodologique au Dr Haddad, on a progressé assez pour avoir une couverture complète, envisageable à l'intérieur de certains milieux, particulièrement de la capitale nationale.
d'amasser presque 30 000 jeunes, ce qui en fait une cohorte extrêmement volumineuse. Donc, on est encore en progression. Comment on est capable d'amasser des écoles, d'amasser des jeunes pour pouvoir leur faire passer ces questionnaires-là qui visent globalement la santé des adolescents. À partir de ce moment-là... Ah, là, je continue. Je vois ça d'une manière positive. Le camarade dit, il ne fait pas si mal que ça. Il n'est pas rapide, mais il fait pas mal. Mais moi, je suis un parleux. Moi, je suis vraiment un jaseux. À quoi ça consiste comme passe? Okay? Quand notre équipe rentre dans une école, c'est vraiment un clé en main. C'est un clé en main. On rencontre les écoles, on valide leur adhérence au projet. À la suite, on planifie la collecte de données à l'intérieur de l'école. Donc, la manière qu'on fait ça, c'est qu'on va pouvoir cibler un seul moment, là où le plus de participants va pouvoir être envisagé, puis on va couvrir toute l'école au grand complet, chez les jeunes qui ont les capacités de compléter un questionnaire auto-rapporté, auto-administré par rapport à la santé. Okay? Quand on a ciblé ce moment-là, les questionnaires sont envoyés, ciblés, on rentre dans l'école à peu près 1 heure avant la complétion des questionnaires par les jeunes. C'est les professeurs qui nous appuient pour passer à l'intérieur de tout le milieu en même temps. Hein, c'est une très belle collaboration, puis je vais vous expliquer pour quelle raison cette collaboration-là est intéressante, parce que les écoles y voient un avantage. Puis, après une seule période, tous les jeunes ont complété le questionnaire, on repart avec nos questionnaires, et c'est fini. Donc, c'est d'une manière très, très simple, questionnaire papier-crayon. Okay? D'autres études ont utilisé d'autres alternatives. Okay? On pense beaucoup aux tablettes, mais ça amène tout plein de défis de bande passante ou à l'intérieur de grosses écoles, 1000, 1500 élèves. Imaginez la logistique, on ne peut pas arriver avec 1500 iPads en même temps. Okay? Ça, c'est la partie, le corps, la partie centrale du projet, qui est la description des comportements adolescents, qui est la description de leur perception, qui est la description aussi de certains issues défavorables de santé, mais ce n'est pas la majeure de Compass. Il y a une deuxième partie qui va au niveau des directions scolaires. On veut faire un descriptif parce qu'on sait que le milieu est important pour la santé des jeunes et que c'est un prédicteur extrêmement important d'issues défavorables de santé pour des notions d'iniquité. Bien, on regarde comment l'école y répond déjà. Quels services ils offrent à leurs jeunes d'un point de vue de santé. Donc, ça, c'est un questionnaire que c'est l'équipe école qui complète. Un questionnaire relativement assez bref, qu'on nous dit moins de 1 heure. Okay? Donc, mon équipe fait oui, d'autres font ça comme ça. C'est relativement assez simple. Je n'ai pas eu, moi, de directeurs qui m'ont dit que ce n'était pas si simple à compléter. Okay? Puis la dernière, pardon? C'est pas eux qui le font, c'est pas les directeurs. C'est pas vrai, ça. La dernière des choses, c'est d'une manière relativement assez succincte, qui ne prend pas de temps pour le milieu scolaire, on essaye d'avoir aussi une évaluation du milieu bâti. Combien de locaux sont dédiés à la pratique sportive? Est-ce qu'ils sont obligés d'utiliser l'aréna de la ville où ils ont déjà des milieux sportifs un peu près? Est-ce qu'il y a une cafétéria? À quoi a de l'air le menu à l'intérieur de la cafétéria? Vous voyez le genre, en fin de compte, d'infrastructures qui sont déjà à place à l'intérieur des milieux scolaires qui peuvent influencer la santé des jeunes. Donc, on essaie d'avoir un portrait très global de la santé scolaire. Donc, c'est ça, en fait. Compass, c'est une infrastructure de recherche. Plusieurs l'appellent un laboratoire, puis on comprendra pourquoi. Ce qui amène à avoir une très bonne compréhension du milieu scolaire d'une manière ponctuelle, une photo, mais répétée. Car quand on vient d'une année à l'autre, on est intéressé, en fin de compte, de suivre le même jeune. Puis, d'une manière relativement assez simple, on est capable de le suivre, ce jeune-là, à l'intérieur de codes alphanumériques que les jeunes se créent, ce qui nous permet de suivre le jeune, au moins 80% de ces jeunes-là, à l'intérieur du temps. Donc, ça devient une plateforme relativement assez simple, à faible coût, longitudinale, qui nous permet d'évaluer les parcours, puis d'évaluer s'il y a des interventions qui sont mises en place, de possibles effets, avec toutes les limites qu'on a. Oh, t'as bougé? Tu veux partir là? Compass c'est déjà mis en place. Ça t'attend pas, hein, ça ne tente pas de présenter. Ah non, je peux le faire. Ça va être la dernière slide, par exemple, parce que la dernière slide que moi je vais faire. Compass est déjà mis en place, okay, au Canada depuis 2012. Okay?
Compass cible déjà des aspects de la santé des adolescents globales, des aspects de sédentarité, des aspects d'obésité, d'activité physique, des aspects de consommation de substances aussi, OK? L'utilisation des médias. Plein de choses qui tiennent à la vie des adolescents et qui peuvent avoir un impact sur leur santé. Compass fait déjà ça. Compass est venu frapper à notre porte, par exemple, en 2016-2017 pour dire, avec du financement, est-ce que vous ne seriez pas intéressé de faire ce projet-là dans la grande région de Québec? Nous, on est intéressés à diffuser ça en Colombie-Britannique, au Québec, dans les territoires, pour augmenter le groupe des adolescents qui vont être évalués, parce que ça peut être intéressant d'évaluer des politiques publiques avec ça à la suite. Bon, mais c'est parfait. Nous, on a dit oui. On a dit, ben, le Québec étant une société distincte, on fait les choses un peu différemment. Donc, ce qu'on a ajouté au corps de Compass, c'est des aspects en lien avec la sexualité des jeunes, okay, qui sont spécifiques à Compass Québec, qui était une priorité de nos partenaires de la santé publique, puis qui est vu de manière très avantageuse par les écoles parce que c'est vu aussi comme un enjeu sur lequel ils souhaiteraient intervenir. Parfait. Donc, on a des questions supplémentaires à Compass dans le questionnaire qui appartiennent seulement à la partie Québec. On a ajouté d'autres choses par rapport aux perceptions de risque, particulièrement sur la perception de nuisances liées au cannabis. Les prises de risque, particulièrement sur l'utilisation du cannabis et la conduite automobile. Le parcours scolaire, on a essayé de décrire d'une manière supplémentaire à ce que Compass faisait déjà au Québec, des parcours qui pourraient être différenciés par rapport à certains programmes sport-études, par exemple, ou PEI, ce qui nous permet de voir de quelle manière le jeune peut évaluer à l'intérieur de parcours différents, de manière différente par rapport à sa santé. Puis on a essayé d'évaluer aussi le milieu des jeunes d'un point de vue socio-économique, ce qu'on percevait qui était un élément extrêmement important pour comprendre bien plus finement les vulnérabilités de certains jeunes pour représenter. Oui, j'ai assez parlé. Oui, vous allez voir que ça va s'arrêter là quand même. Bonjour à nos participants à l'extérieur, bonjour à tout le monde. J'en profite de l'équipe de recherche, vous connaissez peut-être l'équipe, notre coordonnatrice, Mireille, Isabelle, Claude. Tu veux être membre d'équipe toi aussi, hein? Jean-Paul, etc. On recrute. Puis voilà, c'est grâce à tout ce monde-là que ça fonctionne, pas juste nous autres. Bon, fais-moi tourner ça, toi. Donc, rapidement, les bases de données, comme disait Richard, c'est très riche qu'on passe du fait justement des contenus. En principe, on essaye de s'organiser pour avoir au moins 5 années d'enregistrement de cohorte scolaire, à la fois parce que ça permet d'inscrire dans le temps les partenariats avec les écoles, les milieux scolaires et évidemment les directions de santé publique. On a 3 directions de santé publique qui travaillent avec nous, mais aussi parce que ça permet, dans des analyses de trajectoire, de pouvoir avoir des jeunes qui ont été observés, au moins un nombre significatif de jeunes qui ont été observés 4 ou 5 ans, ceux qui auront été pris en première année, qui ont été jusqu'au bout, ou ceux qui auront été éventuellement pris en deuxième année, il faut aller jusqu'au bout. L'avantage, c'est qu'on peut faire des analyses de courbes de croissance qui permettent d'étudier finement les trajectoires. On peut le faire. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on passe à ceci de très particulier, que les questionnaires sont anonymes, mais on a de l'information qui permet de reconstituer ou de suivre les jeunes d'une année à l'autre, grâce à un certain nombre de questions qui sont extraites ici, et à partir desquelles on dérive un algorithme qui permet grosso modo de retrouver à peu près 80% des jeunes d'une année à l'autre. Évidemment, ça n'empêche pas de faire des photographies annuelles de l'ensemble des enquêtes de chaque année, mais avec ça, on est capable de reconstituer en grande partie les trajectoires des jeunes. Richard parlait d'un questionnaire à 88 questions, mais 88 questions, c'est 400 indicateurs pour l'instant qu'on a identifiés. Donc, vous voyez, c'est un potentiel absolument considérable. Si on revient, imaginez un petit peu, si on revient au contenu du questionnaire qu'évoquait Richard, vous comprenez quand vous avez 10 questions ou 8 questions sur des perceptions de risque, 5 ou 6 questions sur la sexualité, 30 questions ou 20 questions sur les consommations. À partir de ça, on peut dériver à la fois des indicateurs propres à ces risques, mais également des indicateurs de vulnérabilité qui incluent par exemple des co-consommations ou des prises de risques multiples ou des niveaux d'intensité d'exposition. Donc on a un potentiel qui est très très important. De ce point de vue-là, très intéressant.
Voilà, donc ça c'est l'échantillon 2017-2018, 19 000 jeunes au Québec. Je pense qu'il y en a 50 000 à peu près ailleurs au Canada. Comme disait Richard, on devrait arriver aux environs d'une trentaine de milliers cette année. Donc ils sont inégalement répartis dans différentes commissions scolaires et 3 régions. Le principe de recrutement de Compass, c'est de se baser sur le volontariat. Donc on va chercher des écoles volontaires et puis ensuite, de façon un petit peu bottom-up, on essaye de combler les espaces de manière à obtenir des couvertures populationnelles progressives. Comme on disait, on pense avoir, on espère en tout cas, à peu près une couverture complète de l'ensemble des jeunes qui vont à l'école secondaire dans la région de Québec dès cette année. Et on est dans un processus, nos collègues pourront vous en parler plus en détail, d'expansion également et d'extension des recrutements et des couvertures dans les régions. C'est très important cette notion de couverture parce que c'est la clé pour avoir des approches populationnelles, pour éviter d'avoir des biais de sélection ou des estimations qui pourraient être contestables. Alors, voilà, bon, exemple de travaux qu'on fait, je vous donne, ça c'est par exemple, proportion de fumeurs par école et par strate. Quand vous avez l'avantage, c'est que quand vous avez 37 écoles, vous pouvez étudier l'hétérogénéité des pratiques et des comportements et des expositions dans les milieux. On parle des milieux scolaires, les écoles, mais il ne se passe pas les mêmes choses dans les mêmes écoles, dans les écoles. Si vous prenez ici les consommations de tabac, par exemple, chez les filles et les garçons, les jeunes qui ont un sentiment d'appartenance moins grand ou plus élevé, les jeunes qui viennent d'un milieu défavorisé ou plus élevé, vous voyez que vous avez des écarts par strate qui sont importants. Mais ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue de recherche, c'est l'écart par milieu. Vous voyez, entre l'école où le niveau de consommation rapporté est le plus faible et l'école où le niveau de consommation est le plus élevé selon les strates, par exemple, le sexe des jeunes, vous avez des écarts considérables. Et d'où l'intérêt d'avoir une base de données comme Compass, qui est une base de données multiniveau qui permet de faire le lien ensuite entre les environnements et les mesures contextuelles qu'évoquait Richard tout à l'heure et les réalités qui sont observées dans ces milieux. D'où également la possibilité de suivre dans le temps, hein, là je vous l'ai donné pour 2017, on pourra avoir ce graphique si on est là l'an prochain ou dans 2 ans ou dans 3 ans, on peut suivre les évolutions au gré des interventions éventuellement et vous verrez que la dimension évaluative est très importante dans Compass. Donc voilà, c'est un exemple. Vous voyez, c'est le niveau de dispersion. Et encore là, j'ai pas mis. On a 2 toutes petites écoles avec des jeunes particulièrement vulnérables. On a des proportions de fumeurs de plus de 30%. Et donc, on les catégorise comme des écoles secondaires, mais en réalité, ce sont des écoles qui vont aller chercher des jeunes qui parfois sont plus âgés que la moyenne. Merci, Richard. Voilà, donc ce qui est intéressant également, c'est la possibilité de faire des analyses spatiales. Quand vous avez une répartition très large, quand vous arrivez à atteindre des couvertures presque complètes, à ce moment-là, on peut croiser cette information avec des couches d'informations qui viennent de différents niveaux. Par exemple, les bases de données administratives. Un des travaux sur lesquels nous sommes en réflexion actuellement avec notre collègue co-chercheur du projet, qui est le docteur Despien, directeur de la santé publique, c'est précisément, par exemple, de faire le lien entre l'information ramenée par Compass sur la distribution, par exemple, des comportements à risque ou des prises de risque en matière de sexualité et des mesures de morbidité qu'on obtiendrait à partir des BADO, par exemple, des registres de maladies à déclaration obligatoire. Dès que vous avez des couvertures spatiales larges, dès que vous avez une grande hétérogénéité dans les milieux, on se prête très très bien à l'analyse spatiale. Puis la prochaine étape, en fait, de Compass, là, dans notre volet de recherche, on a déjà commencé les contacts. La prochaine étape, c'est de se lancer maintenant dans une analyse, justement, à la fois qui permet de faire le lien entre des conditions de santé ou de prise de risque, c'est-à-dire une dimension observationnelle sur les populations, avec éventuellement des informations sur les services et les ressources disponibles, et tous ces croisements apportent évidemment d'informations très intéressantes. On a également, vous savez, il y a des couches géographiques très très denses, très très sophistiquées sur l'environnement bâti, auquel on peut éventuellement avoir accès. Ce qu'on voudrait, c'est mobiliser nos collègues. Nous, on n'est pas du tout des gens qui font de l'analyse spatiale, mais les gens qui pourraient être intéressés, je parlerai de l'accès aux données tout à l'heure, pourront utiliser Compass à ces fins-là. Ils le pourront d'autant mieux qu'on atteindra une couverture qu'on espère populationnelle dans certaines régions. Alors évidemment, ça je parle aussi pour mon chapeau et celui de Richard. Ce qui est intéressant quand on a des bases de données populationnelles longitudinales, c'est que ça peut servir à l'évaluation. À la fois parce qu'on dispose de mesures qui peuvent être
des mesures pré-intervention, per-intervention, post-intervention, mais aussi parce que les interventions n'ont pas la même portée, la même intensité, la même fidélité d'implantation selon les milieux. Et donc, on peut déployer, grâce à ces approches observationnelles, des devis d'évaluation relativement robustes, qu'il s'agisse d'évaluer des initiatives locales, donc des écoles qui décident de mettre en place des interventions. Et en fait, c'est un des principaux attraits pour les écoles, parce que les écoles ont une analyse de besoins, on les accompagne dans ce processus, à partir de quoi elles peuvent développer des interventions, écoles ou commissions scolaires, ou milieux, ou direction de santé publique, et ensuite elles ont la garantie d'un suivi avec éventuellement, lorsque le design s'y prête, des mesures d'impact, c'est-à-dire essayant d'attribuer des changements à des interventions qui sont mises en œuvre. Mais aussi, évidemment, parce que base de données populationnelle sur plusieurs années comme ça, elle peut être très utile à faire le suivi et l'évaluation d'interventions qui peuvent impacter d'une manière populationnelle la santé des jeunes. Pensez évidemment à la nouvelle loi sur la légalisation du cannabis. Nous, on a 2 années de mesures précédentes dans différents milieux, on va en avoir maintenant qui vont suivre. On est les seuls. Il n'y a rien de comparable au Québec qui permette de suivre la mise en œuvre de la loi sur la consommation de fins récréatives du cannabis. Absolument rien de comparable. On est populationnel, on est longitudinal. Il y aura des mesures pré- et post-intervention. Ça va être la même chose pour le retour, si je puis dire ainsi, de l'éducation sexuelle à l'école. Donc voilà. Mais on ne se contente pas de mesures d'impact. On a tout un processus d'enregistrement de la mise en œuvre des interventions. On a une de nos ressources, une de collaboratrices, qui fait un suivi très fin de ce qui peut se passer dans les écoles ou dans les milieux, qui permet de faire des analyses d'implantation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens ont fait? Est-ce que l'intervention, parce que par exemple l'éducation sexuelle va être implantée de la même façon dans l'école A, dans l'école B, dans l'école C, et plus tard, évidemment pour les quantitativistes comme moi, c'est fondamental, parce que ça nous permet de faire des liens entre l'hétérogénéité d'implantation ou l'intensité d'implantation et les résultats qui sont observés. Voilà. Donc rapidement, les produits, je pense après, Richard. Donc voilà, on a différents types de produits. Ça, c'est une information qui revient aux écoles tous les ans. Chaque année, après 2 mois ou à peu près 2-3 mois après les enquêtes, chaque école reçoit des documents standardisés avec toutes sortes de détails et d'indicateurs, et on se déplace, on va les rencontrer spécifiquement, soit individuellement, soit en groupe, pour leur présenter les résultats, puis les aider à les interpréter et amorcer avec les directions de santé publique qui nous accompagnent dans ces processus un dialogue qui permet aux écoles de développer des interventions. Par exemple, l'an dernier, sur 11 écoles qui ont participé, il y en a 5 qui sont rentrées dans un dialogue avec la direction de santé publique à des fins de développement d'intervention, et la direction de santé publique les soutient dans des interventions qu'ils mettent en œuvre dans leur milieu, évidemment, comme passe venant ensuite servir au suivi. Voilà, bon, ça c'est pour montrer que ces profils, on peut les faire au niveau des écoles, comme ceci. On peut les agréger évidemment au niveau de territoire, des commissions scolaires par exemple, ou à un niveau encore plus élevé, lorsque par exemple on aura pour Québec la grande majorité des écoles, comme on s'attend cette année, on pourra avoir un portrait de la région. Et donc là, on voit, vous voyez à quel point ça peut être utile à différents niveaux. Et c'est très versatile comme produit, parce que c'est juste des niveaux d'agrégation différents, ce sont les mêmes indicateurs qui sont produits dans ces documents. Vas-y. Voilà, rapidement, un rapport, on produit également des rapports de recherche qui peuvent porter sur différentes choses. Ça, c'est le rapport Cannabis qui est disponible en ligne, qu'on a écrit avec Richard l'an dernier et François Desbiens. Et juste pour vous donner quelques éléments d'information, voilà, on peut voir par exemple les indicateurs. Ça, ce sont les proportions d'utilisateurs par école, par cycle et par genre. Les écoles sont anonymisées ici. Vous voyez la grande hétérogénéité. Ici, en rouge, ce sont les filles. En bleu, ce sont les garçons. Vous voyez que ce n'est pas toujours la même chose. Évidemment, les consommations varient considérablement dans l'évolution du jeune dans sa scolarité, avec des expositions qui sont habituellement très différentes en premier et deuxième cycle. Et l'avantage du nombre d'encompasses, c'est qu'on est capable d'aller à ces niveaux de stratification que ne vous permettent pas de faire les enquêtes transversales habituelles. Voilà, bon, des prises de risque en contrôlant les facteurs associés à des consommations. Vous voyez par exemple, principal facteur associé à la consommation de cannabis, une fois qu'on a pris en compte pour un ensemble de confondants, c'est le sentiment d'appartenance à l'école. On se rend compte que le jeune qui a à la fois un fort sentiment d'appartenance, qui a un fort sentiment d'appartenance, a tendance à un peu moins consommer. Un jeune qui a un sentiment d'appartenance plus faible consomme davantage. Un jeune qui a un parcours qui est dans le
qui n'est pas dans un parcours de concentration va avoir tendance à plus consommer, etc., etc. Puis vous voyez malheureusement les marqueurs d'échec scolaire par exemple d'une estime de soi ou d'une perception d'une capacité de réussite moins grande sont aussi associés à ces consommations. Ce n'est pas nécessairement causal, on s'entend bien, mais on comprend très bien qu'on a là des différentes facettes de la vulnérabilité chez le jeune qui s'expriment dans son niveau d'engagement, dans sa réussite scolaire, dans ses prises de risques, etc. Voilà, autre avantage de Compass. Les perceptions, ce qu'il n'y a pas dans le questionnaire canadien, mais qu'on a dans le questionnaire québécois, très important. Par exemple, vous voyez, demain, quand on va vouloir suivre les éventuelles modifications, maintenant que la loi sur le cannabis est passée, avant d'arriver éventuellement à avoir des modifications dans les pratiques de consommation des jeunes, est-ce qu'on va avoir des changements dans, par exemple, la banalisation, la perception qu'ont les jeunes de ces risques et dans les prises de risques. Donc pour nous, c'est très important. Encore une fois, vous voyez des grandes variations. Les petites boules, là, c'est des écoles. Des grandes variations selon tous les critères de stratification que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je pense qu'il doit nous en rester une. Les opportunités de collaboration, Compass, c'est très gros. Il y a 2 chercheurs très impliqués, il y a 3 professionnels très impliqués, il y a quelques étudiants, mais le potentiel est encore très largement sous-exploité. Puis justement, il faut que j'en parle avec vous parce qu'il faut qu'on en parle avec vous parce qu'il faut essayer de faire lever un petit peu plus la machine. Maintenant qu'on a des productions conséquentes, des bases de données qui sont propres, qui sont bien faites, la dimension longitudinale n'est pas encore complètement achevée puisqu'on n'est qu'à notre 2e année de mesure. Mais les milieux partenaires, que ce soit les directions de santé publique ou les écoles, habituellement sont très ouverts à la recherche. Ça marche super bien avec eux. Ce sont des gens qui sont très accessibles à des recherches qualitatives, quantitatives qu'on pourrait faire. Et les données, évidemment, il y a un code d'utilisation des données, il y a un certain nombre d'éléments à respecter, mais les données sont utilisables par des chercheurs et des étudiants qui le souhaiteraient et qui s'intéressent à l'une ou l'autre des multiples facettes de Compass. Donc il y a des opportunités de collaboration qui sont là. Je pense que ça va être notre credo cette année, à Richard et moi, d'essayer d'ouvrir la participation à des chercheurs et des étudiants. On a même des bourses pour des étudiants d'ailleurs dans Compass. Voilà. Nous vous remercions d'avoir participé aux conférences midi du CERSPUL. Les enregistrements et présentations PowerPoint sont disponibles sur notre site web au www.cerspl.ca. Au plaisir de vous revoir!